Hello and welcome everyone. I am your host, Bonjour Phil. tout le monde et bienvenue. Donc, je suis votre hôte, Phil Klein, et je travaille avec le CRDI au Royaume-Uni et avec l'équipe de recherche, alors que nous avons essayé de réunir justement les meilleures histoires à vous raconter aujourd'hui. Je suis joint par un autre membre du CRDI. Nous voulons donner la bienvenue à nos partenaires du CRDI et CRUK qui ont permis justement de rendre cette possibilité aujourd'hui. Donc, ça fait déjà plusieurs années que nous sommes engagés dans cette démystification. Nous allons en fait donner la parole à plusieurs intervenants aujourd'hui et nous allons enregistrer aussi cette conférence pour les autres personnes. Donc, nous avons en fait des gens de partout dans le monde. Donc, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Alors, cela dit, maintenant, je tiens à donner la bienvenue à Mathia. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Merci et bonjour et bienvenue à tout le monde. Je suis très heureuse d'être ici. Je serai très brève. Nous reconnaissons que Montréal et Ottawa, deux des endroits d'où nous nous adressons à vous aujourd'hui, se trouvent sur les terres autochtones non cédées des nations Anishinaabe et Algonquin, respectivement, et des Canadiens et Taka. Nous reconnaissons que ces nations sont les gardiens traditionnels des terres et des eaux sur lesquelles nous rencontrons aujourd'hui, et nous respectons donc tous les peuples autochtones de ces régions et de partout au Canada et ailleurs dans le monde. Merci bien, merci énormément, Madia, pour ça. Bon, maintenant, nous avons un beau parcours aujourd'hui avec différentes présentations vidéo et puis intervenants. Et bien, nous allons passer de la recherche jusqu'à l'impact des politiques et des changements, aux partenariats qui ont vraiment apporté une grande différence transformationnelle, et puis la collaboration au sein des organisations à l'échelle internationale. Nous allons discuter de différentes façons. Nous allons partager des histoires sur le terrain et comment les stratégies de communication ont abouti à cet impact. Alors, pour nous aider en ce sens, nous avons Rima Nakash, qui est une très bonne conférencière, qui va nous parler à titre de professeur associé à la faculté de santé communautaire et globale. Donc, Rima, merci beaucoup de vous joindre à nous et alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis très contente d'avoir entendu la reconnaissance des territoires. Donc, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec toutes les personnes qui ont un intérêt à l'égard de ce webinaire d'aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je vais parler de ces différents messages. Tout d'abord, le contrôle du tabac exige en fait une approche multidisciplinaire ainsi qu'une optique de pensée relative au système. Je vais expliquer l'importance de la traduction des connaissances dans la lutte contre le contrôle du tabac et les tactiques. Donc, pour commencer, qu'est-ce qui m'a amené ici? J'ai commencé ma carrière dans un projet de prévention mené par un modèle qui reconnaît en fait l'interférence entre les liens des personnes et des communautés, les facteurs sociaux à titre de prévention et la nécessité d'agir à différents niveaux pour atteindre en fait notre objectif. Bien évidemment, à l'époque, le tabagisme est toujours un problème pour les maladies. Donc, c'est lié à différents modèles sociaux. Donc, compte tenu de tous les facteurs auxquels nous sommes intéressés, il y avait aussi une intervention politique. Les interventions, finalement, d'ordre politique. Alors, en travaillant étroitement avec les communautés et les différentes recherches, on a pu observer un changement de comportement par rapport aux politiques. Donc, j'ai développé en fait cette étude
Donc, manifestement, en fait, l'évaluation auprès des membres des communautés, leurs expériences par rapport à la fumée, en fait, a mené à trois conclusions, en fait. Le manque de politique empêche le changement. Donc, quand il y a des politiques, l'interdiction, par exemple, de fumer en donc la publicité anti-tabac, etc. Donc, une très mauvaise politique. Mais à peu près au même moment, eh bien, il y a eu beaucoup de changements qui ont accéléré la politique anti-tabac à l'échelle internationale. Et pour beaucoup d'entre vous, je présume que vous avez vu ça, mais c'est une photo très connue des PDG d'entreprises de tabac qui disaient que la nicotine n'était pas addictive à l'époque où des documents ont révélé que c'était le cas. Donc, quand on a rendu public cela, on a pu comprendre en fait la politique des entreprises de tabac dans le tabagisme. Cette expression sexiste, mais la personne parle à une rapidité absolument incroyable. Alors, quand on pense à une perspective de pensée par rapport au système. Alors, dans ce livre de Donala Meadows, Madame Meadows, en fait, estime que la inaudible. Donc, je suis tout à fait d'accord avec sa position et je présume que vous aussi. Donc, la santé est très complexe et est le fruit de nombreuses interactions sociales, politiques, etc. Donc, cette complexité est très pertinente dans le contrôle aussi du tabac. Et cela rend justement la chose beaucoup plus difficile. Deuxième point, approcher le problème à partir d'une approche multidisciplinaire. Elle définit différentes disciplines et cela en fait est lié à différentes positions justement. Cette approche est nécessaire pour permettre aux chercheurs de comprendre la nature du tabagisme et les conséquences. Comprendre la complexité du tabagisme exige une approche multidisciplinaire et une collaboration multidisciplinaire. Donc, c'est un effort collaboratif qui réunit justement différents scientifiques pour résoudre les problèmes de nature complexe. Bien évidemment, c'est un élément très important. Par exemple, est-il possible d'imaginer une collaboration qui n'est pas la justice à sa base? Donc, il faut travailler de manière intégrée, scientifique. Donc, les gens doivent savoir comment naviguer entre les liens sociaux, comment est-ce que tout le monde peut vivre de sa propre façon et reconnaître les différents. Donc, dans cette nouvelle réalité, il y a beaucoup de recherches qui ont été menées. Il y a beaucoup, en fait, de preuves qui ont été publiées, plus particulièrement par rapport au contrôle du tabac. Mais ces recherches en tant que telles n'ont pas beaucoup d'incidence sur les changements. Pourquoi? Compte tenu du système complexe, bon, la recherche fait partie des systèmes politiques. Les politiques, en fait, dépendent de toutes sortes de facteurs. Cela comprend les législateurs, les fonctionnaires différents, personnes préoccupées par les problèmes comme les journalistes. Donc, les politiques ne surviennent pas comme ça, elles prennent du temps. Donc, les chercheurs comprennent que toutes ces forces, en fait, sont en concurrence. Donc, pour que les changements politiques interviennent grâce à ce travail. Donc, voilà pourquoi nous devons, en fait, viser les impacts pour avoir vraiment un changement. Voilà où la traduction des connaissances intervient. Donc, pour être entendu et utiliser, la traduction des connaissances, en fait, doit nous aider. Donc, la traduction, en fait, des connaissances
aide les politiciens à prendre des décisions éclairées. Mais la traduction, en fait, des connaissances assure que la politique, en fait, est liée aux preuves les plus manifestes. Alors, pensons à différentes... Ah. Donc, nous sommes très familiers des différents contextes. Mais le processus de recherche et d'adoption de politiques sont liés d'une certaine façon, mais par hasard, grâce à des preuves qui sont interprétées, etc. Donc, la traduction des connaissances se trouve justement au milieu entre l'établissement des politiques et la recherche. Elle établit des liens afin d'améliorer les impacts. Et ça peut être initié par les politiciens, mais aussi par les chercheurs et vice-versa, comme vous le savez. Alors, on passe de l'établissement des priorités à l'impact de la traduction des connaissances. Bien évidemment, il faut comprendre le problème visé. C'est là que l'on commence. Donc, c'est là qu'on comprend la complexité. Donc, on commence par la question des priorités, les besoins des pays et l'établissement, en fait, des priorités dans un pays. Il faut comprendre, en fait, le contexte de ces priorités. Parfois, on doit aller de l'avant, trouver davantage de preuves ou résumer ces preuves pour informer ou tirer parti en fait des recherches ou générer des connaissances nécessaires pour éclairer le processus d'élaboration de politique. Il y a aussi le fait de réunir toutes ces connaissances. Ces preuves permettront de faciliter en fait l'instauration d'un dialogue, de consultation, campagne de sensibilisation, c'est très important dans la lutte contre le tabac. Donc l'engagement des médias, de la société, etc. Donc on avance et tout cela permet de guider la prise de décision. Alors, et ensuite, en revenant à nouveau, on peut revenir en arrière vers l'établissement des priorités. Alors maintenant, l'anti-tabagisme et ici la menace en fait de l'industrie du tabac. N'oubliez pas cette photo que je vous ai montrée aux États-Unis seulement. Eh bien, les entreprises dépensent $1 million à la minute juste pour faire de la publicité. Donc, nous devons en fait promouvoir la défense des intérêts des politiques anti-tabagisme et responsabiliser l'industrie du tabac. Il faut penser à la complexité. On doit tenir compte en fait de toute la chaîne d'approvisionnement. On ne parle pas seulement d'une industrie multinationale, d'entreprises multinationales, mais on parle de l'association des tiers et différentes institutions, la publicité dans les hôtels, etc. Donc tous ces acteurs sont des points d'intervention et de réglementation dont on doit tenir compte quand justement on s'intéresse à cette question. En guise de conclusion, eh bien, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est tout d'abord, on doit penser, nous considérer comme faisant partie d'un système. Nous ne sommes pas isolés. On travaille avec des chercheurs justement pour avoir un impact parce que la recherche toute seule ne sert à rien. Elle est inefficace. Mais il faut aussi reconnaître que cela entraîne en fait beaucoup de parcours, de changement de direction, de persévérance, parce que la politique doit être en mesure d'être réalisée. Et finalement, on doit penser à une perspective de système visant des occasions et des fenêtres pour avoir un impact et changer. En conclusion, nous devons reconnaître la complexité pour comprendre les problèmes liés au tabagisme, avoir davantage de preuves et on doit travailler avec des groupes, des réseaux, des consortiums parce que compte tenu de la complexité de cette question, et bien évidemment, il ne faut pas oublier que l'industrie du tabac, en fait, va essayer de freiner notre traduction des connaissances. Mais cela dit,
Il faut travailler vraiment en vertu d'une approche multidisciplinaire parce que justement, on peut s'éclairer les uns et les autres. Finalement, je voudrais inviter tous les chercheurs à toujours parler de l'impact de l'utilisation de la recherche pour justement atteindre des impacts, donc en utilisant les cadres de traduction des connaissances. Merci beaucoup. Merci énormément. C'était une très bonne présentation. Nicolas, je me demandais, est-ce qu'il y a des questions de la part du public pour Rima? Non, nous n'avons pas de questions encore. Moi, j'ai une question, cela dit, pour Rima. Je suis curieux par rapport à ce que j'entends. En fait, c'est difficile de sortir la recherche et de la traduire en politique. Quelle serait en fait l'aptitude nécessaire pour faire ce genre de travail, justement, traduire les connaissances en politique? Donc, c'est un apprentissage, mais tout le monde peut apprendre à le faire. Ce sur quoi j'aimerais revenir, en fait, en revanche, c'est la persévérance. Vous ne pouvez pas, en fait, avancer sans persévérance par rapport à la lutte anti-tabac. Il faut faire preuve de patience. C'est un processus de longue haleine. Vous faites face à des gens inaudibles. Merci beaucoup. C'est un très bon rappel. Nous avons aussi des commentaires justement. Comme on dit en Afrique, si vous voulez aller rapidement, aller seul, et si vous voulez aller assez loin, eh bien, entourez-vous de gens. Alors, nous avons une petite vidéo à vous montrer. En 5 ans, nous avons financé 10 projets dans 17 pays. L'initiative de recherche sur les aspects économiques de la lutte contre le tabagisme éclaire les politiques fiscales de lutte contre le tabagisme dans les pays à revenus faibles et intermédiaires et informe les décideurs sur le besoin urgent d'agir en matière de lutte contre le tabagisme ainsi que sur les avantages des politiques fiscales pour la santé publique dans les 10 pays. Cette initiative est l'un des très rares investissements importants dans la recherche sur les aspects économiques de la lutte contre le tabagisme dans les pays à revenus faibles et intermédiaires à l'échelle mondiale. Au CRUK, nous sommes très heureux de former avec le CRDI un partenariat complémentaire qui réunit 2 organisations ayant une expertise dans les développements internationaux en matière de lutte contre le tabagisme. Ce partenariat a débouché sur une initiative qui représente encore aujourd'hui le plus important investissement du programme CRUK dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Nous savons donc que les politiques fiscales de lutte contre le tabagisme sont vraiment efficaces. Leur consommation prévient les maladies liées au tabac, tout en réduisant la pauvreté des ménages et en augmentant les recettes nationales. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une recherche locale propre au contexte pour fournir les preuves qui le prouvent dans le contexte. Lorsque nous avons examiné ces propositions, nous l'avons fait en fonction de ces dimensions. Dans quelle mesure l'idée proposée était-elle pertinente dans le contexte avec lequel nous travaillons? Quelle est la composition de l'équipe de recherche? Comment ses membres peuvent-ils s'unir? Quelle était leur probabilité d'atteindre les objectifs qu'ils s'étaient fixés? Quel était le changement direct visé? Il ne s'agissait pas d'un document descriptif qui ne serait peut-être pas vu par beaucoup de gens. Non, c'était directement lié au processus de changement afin que nous voyions les répercussions de l'amélioration de la santé des gens. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons cherché des mécanismes et des plateformes qui permettent aux chercheurs de différents pays de s'unir et d'apprendre les uns des autres. Donc, grâce au soutien par les pairs et à la solidarité. Donc, nous finançons ces recherches, nous finançons ces projets parce que nous comprenons que l'augmentation des taxes sur le tabac est le moyen le plus simple et le plus économique d'améliorer la santé publique internationale. Les gens aujourd'hui vivent plus longtemps et en meilleure santé dès lors que nous augmentons le coût du tabac. Merci. Donc, c'est très bien d'avoir ce contexte et de comprendre la portée de ce travail. Alors, maintenant, nous avons Hannah Ross, qui est actuellement la principale chercheuse à l'Université de Cape Town en Afrique du Sud. Et elle étudie l'impact, les répercussions de la lutte anti-tabac
en Afrique du Sud, en Asie du Sud et en Europe. Alors, bienvenue aujourd'hui. Merci beaucoup, Phil, et bonjour à tous les participants de ce webinaire. Comme beaucoup d'entre vous le savent, je suis économiste et j'écris, je publie des articles. Mais je me sens vraiment privilégiée que mes recherches permettent de changer la politique. Donc, je me demande qu'est-ce que l'on peut faire de façon à avoir davantage de changements intervenir grâce à ces articles. Alors, quand je m'adresse à différents publics, m'adresse surtout à des économistes. Je parle éventuellement des gens des domaines des finances, de l'économie, etc. Et je me rends compte que pour que mes messages puissent résonner, j'ai vraiment besoin d'abandonner mon chapeau d'économiste et de parler leur langue, d'avoir adopté le langage du monde des affaires. Donc, au lieu de parler de demain, je parlais de la sensibilité des consommateurs à l'évolution des prix, au changement des prix. Donc, ce genre de langage change. Ce changement en fait de vocabulaire a des répercussions. Et je me suis rendu compte que cette même approche fonctionnait avec les donateurs. Les donateurs, en fait, et les financiers sont des investisseurs. Donc, ils sont intéressés par certaines mesures. Donc, par exemple, le rendement des investissements. Ou par exemple, si j'investis $1 dans la recherche, combien de vies puis-je sauver ou quelle est la croissance économique de tel ou tel investissement. Donc, je sais que je me dis, est-ce que ça peut être fait ailleurs? C'est un peu difficile, cela dit, de faire des calculs. Mais ce que je sais, c'est que les dès lors qu'il y a en fait une recherche de qualité transmise, ça peut vraiment modifier les politiques et sauver des vies. Laissez-moi partager mon écran. Je vais vous montrer des exemples de changements que j'ai pu observer grâce à mes recherches. La première, c'est un exemple du Tchad. Donc, je faisais partie du débat dans le cadre de recherche à Cape Town. Donc, j'étais invité à parler des taxes sur le tabac en 2018. Donc, REAP a présenté un modèle et ils ont proposé un élément propre. Donc, 100 francs par paquet de cigarettes. Et quelques mois plus tard, le 1er janvier 2019, nous avons eu la surprise d'observer que la nouvelle loi avait justement adopté cette taxe d'accise propre de 100 francs d'Afrique par paquet de cigarettes. Donc, et en 2021, eh bien, il est ressorti que l'une des plus grandes améliorations, en fait, dans la structure fiscale entre 2018 et 2020 était survenue au Tchad. Et donc, ça a modifié le système purement ad valorem à une plus grande, un système, en fait, qui dépend plus particulièrement de cet impôt spécifique. Donc, c'était très encourageant de voir cette transformation. Un autre exemple, un pays où je travaille beaucoup, c'est la République de Géorgie. Ici, nous voyons comment au fil des ans, l'augmentation des taxes et la modification de la structure ont évolué. En fait, au début, les taux d'imposition étaient très différents selon en fait les produits importés ou non. Donc, au fil des ans, en leur donnant davantage de preuves, ils ont modifié leur politique en Géorgie. Et donc, en 2019, toutes les cigarettes en fait avaient la même taxe d'accise, qu'elles soient importées ou pas. Donc, vous voyez, cela dit, une
différence dans le taux d'imposition qui est lié au fait qu'ils ont aussi un élément d'ajout de la valeur. Mais la taxe en fait maintenant aujourd'hui est la même pour tous les types de cigarettes, importées ou non. On a étudié aussi les résultats de nos recherches, ce qui a signalé qu'à mesure que le taux d'imposition augmentait, certaines personnes en fait passaient au tabac à rouler. Donc, nos recherches ont été prises en compte et la politique a été modifiée en 2019. Donc, la Géorgie a augmenté la taxe d'accise sur le tabac à rouler, a adopté une nouvelle taxe d'accise pour le matériel de tabac. Et la Géorgie a aussi modifié l'emballage. Donc, aujourd'hui, comme vous le voyez, en fait, la Géorgie a vraiment tenu compte des résultats de nos recherches. Maintenant, passons à la Thaïlande. J'ai travaillé en Thaïlande. Peut-être certains d'entre vous aussi ont mené des travaux en Thaïlande. Thaïlande, on l'utilise toujours comme un exemple de pays où nous avons réussi à imposer des taxes d'accise sur le tabac. Donc, le Thaïlande est vraiment un exemple manifeste de situation gagnante-gagnante, à savoir que les politiciens peuvent augmenter les taxes, donc le prix du tabac, ce qui réduit la consommation, donc le tabagisme. C'est exactement ce que l'on a pu observer en Thaïlande. Et donc, ces impôts plus élevés ont un impact aussi, puisque cela évite les morts prématurées. Le dernier exemple, ce qui est le plus important à mes yeux, c'est que j'ai vu l'étude et je me suis vraiment sentie impressionnée par tout le travail fait par les chercheurs par rapport à la taxe sur le tabac. En fait, ces recherches prouvent que des taxes plus élevées réduisent la consommation, mais aussi la mortalité. Ça a été mené en Europe, donc dans 23 pays. On a remarqué en fait un déclin de la mortalité très important, non seulement l'année où on a changé la taxe d'accise, mais aussi les années suivantes. Donc comme vous voyez, ça a un impact à long terme. Donc rien qu'entre 2004 et 2014, en fait, l'augmentation du prix des cigarettes a été associée avec une diminution de 9208 morts d'enfants. Donc, cela nous motive vraiment à pousser encore davantage nos recherches. Alors, je vais arrêter de partager mon écran maintenant. Et je finirai par dire que dès lors qu'on observe ces changements de politique, bon, on est à la fin de notre processus. C'est quand on publie des articles de recherche, on fait des conférences devant des parterres d'hommes politiques. Mais tous ces changements n'interviennent pas sans le début des recherches. Quand on est assis dans nos laboratoires, incertain des résultats et qu'on forme nos nouveaux étudiants afin qu'ils se joignent à nos équipes et nous aident à générer davantage de preuves fondées sur la recherche. Parce que nous avons besoin de davantage de preuves pour nous assurer que les conclusions de nos résultats soient reconnues par les pairs. Et ces premières étapes sont vitales. Cela dit, elles sont très difficiles à financer, tout simplement. Et là, je reviens à la question de l'investissement, parce que le rendement de l'investissement au début est très incertain. Et c'est là que j'aimerais en fait remercier le CRDI, parce que le CRDI a le courage de financer ces premières étapes de la recherche. Donc, ils ont le courage de financer en fait les travaux de jeunes chercheurs afin que l'on puisse remettre un travail final à nos clients finaux, les chercheurs ou les hommes politiques. Alors, merci beaucoup au CRDI et merci de m'avoir permis de partager mon expérience dans le cadre de ce webinaire. Merci.
Merci énormément, Hannah. C'était vraiment une présentation d'idées très puissante. Donc, comment est-ce que on doit changer notre terminologie et comment nos recherches, en fait, ont un impact sur les politiques finales. Donc oui, merci énormément de votre présentation. Notre prochaine intervenante, je crois qu'on doit aller de l'avant puisqu'on est un peu en retard. Alors, nous avons le plaisir de recevoir Andrea Alcaraz, qui est coordinatrice de l'évaluation des technologies argentines et elle travaille au sein de l'IECS en Argentine. Alors, bienvenue. Merci bien, André. Bonjour à tout le monde depuis l'Argentine. Alors, cette histoire remonte à 16 ans. C'est toujours, il y a 16 ans. C'est toujours un projet en cours. Nous avons commencé un groupe de chercheurs. Nous voulions en fait favoriser le changement de politique en matière d'antitabagisme pour améliorer la santé des gens. Et maintenant, aujourd'hui, en fait, nous réunissons plusieurs pays et même des pays d'Afrique. Nous ne sommes pas seulement des chercheurs, mais aussi des décideurs, des membres de la société civile et des communicateurs de 13 pays qui travaillent ensemble dans la lutte contre le tabac. Donc, nous avons commencé dans différents domaines, mais donc les taxes, la publicité et un environnement libre de fumée. Nous avons un grand projet en tête. Comment est-ce que l'on peut communiquer les résultats de nos recherches? Nous avons décidé, en fait, de nous tourner vers les hommes politiques et d'autres personnes, sur les personnes qui savent mieux comment régler le problème et qui savent de quelle information ils ont besoin pour promouvoir en fait la santé. Nous avons discuté d'une stratégie de communication ensemble. Donc, le matériel de communication est essentiel pour que les gens lisent vos messages et prennent des mesures. Ces documents doivent être appropriés aux différents publics, les décideurs, les chercheurs ou la population en règle générale. Donc, la principale stratégie, il faut avoir des documents, donc un résumé d'une page pour attirer l'attention sur les renseignements les plus importants. Les chiffres sont choquants parce que, en fait, le tabagisme provoque énormément de problèmes. Par exemple, sur l'image à gauche, vous pouvez remarquer que en fait, les messages peuvent empêcher 26 000 morts au Mexique et 150 000 événements de santé. Donc, ça permettrait au pays d'économiser énormément d'argent. Vous savez, la société civile, généralement, présente en fait cela aux sénateurs, aux députés, aux ministres, etc. Ce sont en fait des facilitateurs pour initier le dialogue. Ces éléments adaptés à l'information permettent de promouvoir la politique des pays. Par exemple, une augmentation de 50% de la taxe, c'est ce que les gouvernements devraient vouloir mettre en place. Sur l'image que l'on voit à droite de l'écran, 14% de toutes les morts, en fait, en Argentine, seraient attribuées à la cigarette. En fait, eh bien, le pays a besoin de plus de 225 millions de dollars pour traiter les personnes. Donc, ce sont des stratégies comme celle-ci qui doivent être accompagnées de stratégies de communication parallèles. Donc, l'habilitation de la population générale permet de changer les choses. La conversation avec les médias de masse permettent justement
de mettre en manchette un article important en Argentine. Même les messages à la télévision. Des différentes apparitions à la télévision dans les journaux créent énormément d'occasions de communiquer les dommages liés au tabagisme. To these issues, such as World Non-Tobacco Day, the World Day Against Donc, Cancer. certains événements aussi, la journée contre le cancer, la journée contre le tabac, etc. Ce sont des occasions, en fait. Nous avons élaboré des campagnes dans les médias sociaux sur Twitter et Facebook à l'occasion de ces journées particulières. Dans cette vidéo organisée le jour de la Journée internationale de la femme, eh bien, on a dit que, par exemple, jusqu'à les personnes, les aides-soignantes, en fait, peuvent passer jusqu'à 6 heures par jour à s'occuper de personnes malades en raison du tabagisme. Il ne faut pas négliger les informations internationales. Les publications et les webinaires scientifiques sont essentiels pour montrer en fait et communiquer en fait les résultats essentiels de la recherche. Il est important aussi de participer à autant d'événements anti-tabac que possible. Et dans le cadre des webinaires aussi, il faut interpeller la société civile, les chercheurs, les communicateurs, les hommes politiques et la population en règle générale. Et pourquoi, en fait, ne pas former l'opinion? Les webinaires et les archives d'information dédiées aux journalistes ont été organisés. Donc, aussi, avoir un site web est très utile. Donc, vous pouvez par exemple trouver de l'information par pays, des webinaires, des archives, ainsi que toutes sortes de messages. Donc, dès lors que vous avez de bonnes informations sur les répercussions du tabagisme sur la santé et l'économie d'un pays, eh bien, pensez de façon internationale et communiquez à l'échelle locale pour accroître le réseau d'acteurs et promouvoir les changements en matière de politique. Merci de votre attention. Merci. C'est une très bonne présentation. Un impact énorme que vous avez eu au fil des ans grâce à des centaines de communications dans les médias à l'échelle, à tous les niveaux en fait. Alors, est-ce qu'on a des questions sur lesquelles on revenir? Non, toujours pas de questions, mais une très bonne conversation au sujet justement de cet écart entre la mise en œuvre des politiques et la recherche. J'ai une question brève pour vous, André. En fait, vous êtes médecin, chercheuse. Comment se fait-il que vous parliez de communication? Comment est-ce que vous avez élaboré cet ensemble de compétences, développé ce genre de compétences en promouvant les résultats de vos recherches? Vous savez, c'est un travail d'équipe. J'ai appris au fil de ces 16 dernières années comment mieux communiquer parce que nous travaillons tous ensemble pour résoudre ce grave problème. Alors, merci énormément. J'apprécie vraiment l'excellent travail que vous menez et de savoir où est-ce qu'on s'en va. Maintenant, on a une brève vidéo. Une interview entre Ariel Bartak et Adeji Adeniran, chercheurs de recherche au CSEA en Nigeria. Et Ariel, lui, se trouve en Argentine. Donc, c'est vraiment un exemple manifeste de collaboration sud-sud qui se poursuit à ce jour. Alors, allons-y et partageons la vidéo.
Vous avez un partenariat assez unique. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça a commencé et qu'est-ce que ça a été de commencer à travailler ensemble? Alors, on s'est rencontrés dans une cafétéria dans le cadre d'un congrès mondial sur la santé et le tabac à Cape Town en 2018. Tous les deux présentions nos travaux antérieurs du Nigeria et de l'Argentine. Et nous écoutions Dr. Tucha Onikwena et son groupe. Et il présentait alors une évaluation économique très intéressante sur le tabagisme. Et ensuite, on a rencontré les gens du CRDI, Natacha, Madija, Samuel, etc. Et nous sommes tous rencontrés à la cafétéria. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se rendre compte que nous avions énormément de choses en commun et que, en fait, travailler ensemble sur certains projets nous serait très bénéfique. On pourrait trouver aussi des moyens d'obtenir des fonds et de faire des choses ensemble pour profiter des forces des uns et des autres, des unes et des autres. On avait un modèle mathématique et on avait une bonne expérience. Mais ils avaient de solides groupes économiques. Mais à nos yeux, je crois, c'est comme quand vous avez plusieurs morceaux d'un casse-tête. Vous savez, on a travaillé dans la lutte contre le tabac, mais on cherchait des modèles, donc on devait répondre à une question critique. Quel est le coût économique du tabagisme? Quels sont les ensembles de politiques qu'on pourrait adopter justement à cet égard? Quels sont les modèles que nous pouvons adopter? Donc, quand on a rencontré cette équipe, on s'est rendu compte qu'ils avaient en fait exactement les mêmes questions qu'on se posait. Donc, on s'est dit, essayons de travailler ensemble. Essayons de mener des recherches ensemble. Mettons nos idées ensemble pour poser davantage de questions et pour faire plus. Alors, à nos yeux, ça nous a ouvert les yeux, en fait. Travaillant avec eux, on pouvait aller plus loin. Mais ça renforçait aussi notre entreprise parce qu'on est des partenaires qui travaillons ensemble pour nous assurer que nous partageons nos idées et qui nous permettent en fait de développer nos connaissances également, mais aussi qui comprennent en fait ce qui nous attend. Quand des pays en développement du Sud interagissent et partagent ce genre d'idées, eh bien, ça nous permet de résoudre davantage nos problèmes. Donc, vous avez tous été en mesure de penser davantage en travaillant ensemble et de résoudre des problèmes beaucoup plus souvent que si vous étiez tout seul. Oui, tout à fait. Par exemple, dans certains des outils qu'ils utilisaient pour obtenir les données dans les hôpitaux, on a essayé d'améliorer l'outil à l'aide de questionnaires notamment. Ils avaient aussi des perspectives très judicieuses par rapport au modèle que nous utilisions et quels étaient les résultats les plus pertinents, les événements, les données, les analyses, etc. Donc, on voulait vraiment quantifier le fardeau des décès. Donc, grâce aux nombreuses interactions que nous avons eues, eh bien, ont été très fructueuses. Alors, si de nouveaux chercheurs voulaient en fait entreprendre des partenariats, qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Tout d'abord, eh bien, il faut qu'ils aient
un intérêt. Chaque groupe doit apporter quelque chose de complémentaire. Parce qu'on est tellement loin les uns des autres, il faut quand même avoir quelque chose en commun dans les conversations. Je crois que c'est essentiel. Mais ce qui est encore plus important, c'est la passion et l'intérêt. Oui, je suis tout à fait d'accord. La première fois qu'on a échangé, je me rappelle qu'on avait des problèmes de communication. C'était assez difficile de suivre le fil de la conversation. Alors, plus la langue commune était un peu difficile. Mais la passion a toujours prévalu. On l'a senti dans toutes nos conversations. Ça, c'est très important. Oui. Donc, on est prêt, oui, à collaborer davantage et avec toujours d'autres pays à l'avenir, pourquoi pas. Alors, vraiment très content d'entendre ces magnifiques histoires et voir comment justement les partenariats permettent justement d'obtenir des résultats qu'on pensait inatteignables. Prochaine étape, une autre courte vidéo comprenant différents intervenants, différents conférenciers. Donc, bien évidemment, l'industrie du tabac fait tout son possible pour empêcher les politiques. Donc, vous allez voir ici différentes choses. Donc, nous allons voir l'économiste en chef des pays CIO au Vietnam. Donc, Andrés Pichon-Rivière, directeur de l'évaluation des hautes technologies au sein de IECS, et Alain Joseph Santiago, gestionnaire de programme dans la lutte anti-tabagisme. Donc, un autre ensemble. Le Vietnam a une prévalence du tabac qui est attribuable à l'abordabilité du tabac, même si le prix des cigarettes n'a cessé d'augmenter. Le revenu en fait de la population vietnamienne augmente encore plus et finalement, eh bien, les cigarettes deviennent quand même plus abordables. Donc, on croit en général qu'en augmentant les taxes, les pauvres seront plus frappés, affectés que les riches. Malgré tout, eh bien, avec la consommation de en taxant la consommation du tabac, eh bien, c'est le contraire qui se passe. Les pauvres bénéficient de l'augmentation des taxes. Une des raisons, en fait, que nos recherches ont montré, c'est que l'augmentation de la taxe sur le tabac entraîne davantage d'investissements en éducation des enfants. Donc, en augmentant les taxes sur la consommation de tabac, sur le tabagisme, donc, eh bien, cela aide les pauvres. Les taxes sur le tabac, sur la cigarette, représente une source importante de revenus pour les gouvernements et pour d'autres pays. Mais c'est juste un côté de la médaille. En réalité, les taxes sur le tabac représentent un revenu, mais le tabac représente également un coût pour les pays, un coût particulièrement important. Ce coût, en fait, repose sur différents éléments. Donc, un très important est le coût médical du traitement des maladies associées au tabac. Un autre élément qui n'est pas vraiment facile à mesurer et qui n'est pas habituellement pris en compte. Par exemple, si vous avez une personne dans un foyer, la mère ou le père qui est malade et qui, en raison de cette condition, eh bien, oblige ses enfants à arrêter d'étudier et à commencer à travailler, eh bien, c'est quelque chose qui aura des répercussions sur la famille. Non seulement à ce moment-là, mais aussi à l'avenir, puisque la dite personne aura été incapable d'étudier. Donc, tous ces éléments représentent le coût médical qui est très important. Or, les pays qui imposent une taxe sur le tabac ne peuvent récupérer que 15% de tous les cas grâce à la taxe sur le tabac. C'est la principale
conclusion de notre étude. Donc, il est très important que les pays arrêtent de considérer les taxes sur le tabac comme un revenu, mais commencent à l'envisager comme un coût. Un coût très important. Voilà pourquoi, en fait, les pays doivent augmenter les taxes sur le tabac à l'avenir. Nous avons mené une étude de recherche axée sur une échelle plus locale. Nous avons essayé d'analyser la tendance du tabac illicite aux Philippines entre 1998 et 2018. En gros, on a trouvé qu'il n'y a pas de lien direct entre les taxes sur le tabac et l'évasion fiscale aux Philippines. Donc, cela va à l'encontre des affirmations de l'industrie qui affirment que l'augmentation des taxes, en fait, explique la prévalence de l'évasion fiscale ou l'augmentation. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir d'excuses, il ne devrait pas y avoir de raison, en fait, pour ne pas augmenter les taxes sur le tabac. Vous savez, l'augmentation des taxes sur le tabac, comme l'Organisation mondiale de la santé l'affirme, est la façon la plus efficace de mettre un terme à l'industrie du tabac et à promouvoir la lutte anti-tabac. Très bien. Maintenant, nous allons avoir en fait une partie en français, un programme. Je vais inviter Yael Diama à se joindre à moi en allumant ta caméra. Salut Yael, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Bonjour à tout le monde. En direct du Sénégal aujourd'hui? Oui. Donc, merci d'être là. Donc, en gros, je présente Yael Diama rapidement, qui est titulaire d'un diplôme de master en développement rural et en coopération, qui est chargé de projet au programme de santé du CRES et qui va nous parler un peu aujourd'hui de l'expérience du CRES dans sa lutte anti-tabac. Donc, peut-être pour commencer, Yael, encore merci d'être là. Pourrais-tu nous mettre un peu la table? C'est quoi le CRES et c'est quoi les grandes lignes du projet du CRDI en lien avec la lutte anti-tabac? Merci beaucoup, Nicolas, et bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être là. Donc, pour parler brièvement du CRES, le CRES est un centre de recherche qui réunit plusieurs chercheurs de plusieurs disciplines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, ils ont des domaines d'expertise différents, le droit, la sociologie, l'économie, etc. Le CRES a pour mission de promouvoir une recherche de qualité d'un point de vue quantitatif et qualitatif et dans le but de promouvoir l'outil pour outiller les décideurs, aussi bien des autorités locales, les organisations de la société civile et les politiciens dans la formulation de politiques économiques et sociales, tant au niveau national qu'au niveau régional. Donc, c'est un peu ça le CRES. Et l'éruption du CRES dans la lutte anti-tabac date des années 2010, précisément en 2008, à travers l'initiative ASTA, Analyse situationnelle du tabagisme en Afrique. Donc, au terme de cette étude, on a constaté qu'il y avait trois lacunes en Afrique. La première lacune, c'était l'absence de l'utilisation de la taxation, tout simplement en Afrique. La seconde lacune a été une absence de l'utilisation de politiques législatives pertinentes pour une mise en place d'une taxation plus forte. Et la dernière lacune a été un manque de vision de la part des politiciens pour mettre en synergie le niveau régional et le niveau national en termes de politique. Donc ça, c'était les trois lacunes qui avaient été constatées. Au terme de l'étude, des actions avaient été entreprises qui ont permis d'aboutir à 2 résultats majeurs au niveau du Sénégal. Le premier résultat a été un projet de loi qui a été élaboré pour une taxation plus forte. Et le deuxième résultat majeur a été l'adoption de ce projet de loi, la loi du 14 mars 2014, qui a permis, qui était relative à la fabrication, à l'étiquetage, au conditionnement, à l'usage et à la vente du tabagisme. Donc, cela permettrait de restreindre un peu l'action de l'industrie du tabac au niveau du Sénégal et de rendre moins accessible
le bâton de cigarette, étant donné qu'il était un peu plus, que la loi était assez restrictive. Donc ça, c'est un peu pour mettre à la table, en fait, comme tu disais. Super. Donc, ce que j'entends, au fait, c'est le cœur de votre travail. Il travaillait, au fait, tant sur la recherche que le plaidoyer. Donc, c'est produire les connaissances et aussi utiliser ces connaissances-là un peu pour revenir au framework présenté par RIMA. Donc, vous travaillez vraiment sur les deux morceaux. Donc, il y avait professeur Diagne, donc le directeur du CRES, au fait, avec qui tu travaillais, qui n'a pas pu se joindre à nous, mais avec la magie de la technologie de 2022, on a un petit clip vidéo où il va peut-être présenter juste de son côté un peu son approche par rapport au projet. Puis ensuite, on va se retrouver et on va jaser stratégie ensemble. Parfait. Notre objectif était de montrer des évidences qui ne provenaient pas de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il n'y avait pas encore réellement de travaux en Afrique de l'Ouest sur le tabagisme. Mais exploiter la littérature internationale, au lieu d'attendre tout ce temps pour faire de la recherche, avoir des résultats et venir, qu'on peut battre le fer quand il était chaud, que manifestement, le terrain était favorable. C'est bon, il faut aussi un peu de, je ne dirais pas de témérité, mais en tout cas un peu de bagou pour frapper à des portes, discuter, avoir confiance en soi et puis voilà, s'imposer comme un interlocuteur. Super. Donc, merci pour cette vidéo. Bon, rebonjour. Ça fait plaisir de Rebonjour. Donc, en gros, dans cette vidéo, ce que je retiens, c'est quand même, il y a plusieurs aptitudes quand on fait de la recherche que je n'aurais pas nécessairement associées, dont justement cette capacité à naviguer les relations. Et il y a aussi beaucoup de stratégies. Donc, j'aimerais que tu en parles un peu c'est quoi la stratégie que vous avez employée justement pour favoriser l'adoption de ces directives-là? Donc, la stratégie, c'est comme il a expliqué, c'est des stratégies de bagou. Pour commencer, il y a évidemment le volet par lequel que l'on ne peut pas ignorer, c'est la production de données probantes et la traduction de ces données-là auxquelles il faut penser pour pouvoir la mettre à la disposition du décideur. Et ensuite, il y a la prise de contact avec les personnes ressources qu'il faut identifier très tôt. En l'occurrence, les administrations fiscales et douanières, les administrations sanitaires, les personnes ressources qui servent de liaison entre nous et ces administrations. Et parfois, par chance, on peut aussi avoir au plus haut niveau des relations qui permettent de faciliter ces discussions-là. Donc, pour le volet scientifique, on s'assure de mettre à leur disposition les documents qui ont été élaborés et disséminés en vue de vulgariser les connaissances. Ensuite, des tables rondes sont organisées, des ateliers, des conférences. Et il faut penser à la répétition qui, dans ce cas-ci, est très pédagogique, puisque les représentants de ces administrations-là sont censés être des points de relais qui rejoignent leur hiérarchie pour mieux les imprégner des objectifs du projet financé par le CRDI. Et c'est seulement lorsque ce travail de fond a été fait que l'on peut espérer avoir quelques résultats, lorsque de grandes conférences sont organisées et que les administrations concernées viennent pour par exemple, dans le cas de la directive, s'imprégner du projet de directive. Dans le cas de ce projet, par exemple, il a fallu contacter la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une organisation qui est en charge de l'intégration économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'UEMOA aussi est une autre organisation de l'Afrique de l'Ouest qui a tout aussi bien qui a tout autant les mêmes missions. Et il fallait s'assurer de leur imprégnation dès le départ afin qu'ils puissent, dans leurs organes respectifs, s'approprier du projet de directive qui, quelque temps plus tard, a été adopté. Voilà.
Super. Donc, je me permets d'ajouter un peu, comme on a eu le plaisir de déjà échanger avant aujourd'hui, ce que moi j'avais retenu, que j'avais trouvé très intéressant, c'était aussi l'intégration de membres proches des ministères dans les équipes de recherche, donc à même les équipes de recherche comme stratégie justement d'appropriation. Tout à Euh, fait. Parfait. Et je suis curieux, donc là, vous avez identifié des champions au sein des différents ministères. Et peut-être, juste rapidement, comment ça se passe? Vous avez fait tout ce travail-là en amont. Maintenant, vous êtes devant un décideur. Ça ressemble à quoi ce processus-là? Donc, je suis une personne qui a le pouvoir de changer les politiques. Comment ça se passe une rencontre comme ça? Normalement, si vous êtes un décideur qu'on a ciblé dès le début, on a déjà une personne ressource qui travaille dans votre administration avec laquelle on a été en contact au moins pendant 1 an pour qu'elle s'imprègne de nos activités. Donc, cette personne est préparée avant l'interview, l'entretien, et le décideur aussi, dans une certaine mesure. Donc, quand il nous reçoit, comme vous le savez, nous avons travaillé par exemple avec RIP dans le cadre de l'élaboration d'un outil de simulation. Pour aller vite, je peux dire que c'est un outil Excel qui permet de se projeter sur les effets induits d'une taxation plus forte sur le tabac. Donc, ce qu'on fait, c'est que, par exemple, le douanier ou le fiscaliste avec lequel on a travaillé, on s'assure qu'il est imprégné, qu'il sait utiliser l'outil de simulation. Dès qu'il rentre une donnée sur les taxes d'accise, on peut virtuellement se projeter sur, par exemple, les taxes qu'on pourrait espérer obtenir en fin d'année 2023 si elles étaient augmentées à hauteur de tant de pourcents. Donc, lorsqu'il s'assoit en face de son ministre ou de son directeur, il vient, il s'assoit, il fait le calcul et c'est ça qui sert d'argument décisif. À côté, bien sûr, il y a, comme vous le savez, des policy briefs, des notes de politique, etc., pour faire le résumé du travail qui a été consenti jusque-là. Mais finalement, on laisse les chiffres parler rapidement. On utilise des arguments pratiques et ensuite, bien sûr, il y a quelques arguments pour toucher la fact, mais c'est grosso modo comment on fait le meilleur usage du chiffre possible dans ce genre d'entretien. Super, c'est très clair pour moi. Peut-être un mot de la fin. Donc, vous aviez des champions au sein des différentes organisations. Si tu avais un mot à partager pour les champions en devenir dans cette lutte anti-tabac, qu'est-ce que ça serait? Alors, ce qu'on dirait aux champions, c'est que, en fait, ils sont incontournables dans la lutte anti-tabac. Nous, le champion qu'on avait au niveau de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest est un champion qui nous a aidés à faire adopter la directive. Donc, ce qu'on pourrait leur dire, c'est continuer le travail que vous faites. On ne peut pas se passer de vous et merci beaucoup. Super, ben, un gros merci à toi d'avoir pris le temps. Super intéressant. Et Merci beaucoup. je vais repasser la parole maintenant à Phil. Permettre aux chiffres de parler comme vient de le dire. Donc maintenant, nous avons directrice de recherche de la Fondation ANAS, Blanca Llorente, qui est économiste spécialisée dans l'évaluation sociale des projets. Blanca. Alors, à vous la parole. Merci bien. Merci Phil. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, tout à fait. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et un honneur de partager cet espace avec autant de collègues estimés et admirés. Puisque je vais continuer la conversation, donc je vais vous parler d'abord de mon expérience personnelle, de la recherche à l'action. C'est pas juste mon expérience personnelle, c'est l'histoire également de la fondation. Oui. Alors, ce parcours, ce cheminement, c'est une histoire qui remonte, comme pour n'importe quel chercheur, qui remonte à notre objectif d'apprendre et de contribuer à la résolution du problème que nous avons vu au sein de la population d'étudiants et de la Colombie. Ce sont des chiffres qui viennent de GITS, donc le sondage
qu'on a menées auprès des jeunes. Et cela nous montre la grande quantité d'étudiants qui fument en Colombie. 32,9% des étudiants en 2001, 29,9% en 2007-2008. Et c'était un problème dont j'ai été témoin à titre de professeur devant mes étudiants. Donc en 2005, les étudiants des universités colombiennes fumaient comme jamais par le passé. Alors, à titre de chercheuse, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, nous commençons à nous intéresser aux lacunes en matière de connaissances et à réunir les ressources afin d'avoir des preuves fondées sur les sciences. Donc, comment est-ce que ça fonctionnait? Comme je l'ai mentionné. Aussi, la sensibilité des consommateurs au prix. Nous avons étudié en fait le commerce illicite et je dois dire, en fait, reconnaître le travail de différentes organisations américaines. Personne ne finançait en fait les études sur le commerce illicite à l'époque, mais ces organisations américaines ont choisi de le faire. Ça a changé la dynamique de nos travaux. Et par la suite, nous avons commencé à étudier les liens entre les objectifs du développement durable et la lutte anti-tabac et comment justement cette lutte contre le tabac nous permettait d'atteindre ces objectifs. Donc en rendant visibles en fait les problèmes. Et comment est-ce que nous avons fait? Eh bien, nous avons établi des alliances locales avec des chercheurs. De nombreux chercheurs de l'Université de Toronto, par exemple, de l'Institut de santé publique du Mexique, IEX en Argentine, donc dont beaucoup de représentants sont présents ici aujourd'hui, mais aussi avec des chercheurs locaux comme Proesa, Universidad de Rosario et bon nombre d'autres. J'aimerais tous les nommer, mais je n'ai pas assez de temps à cette fin aujourd'hui. Et manifestement, eh bien, le Centre de recherche pour le développement international a joué un rôle essentiel dans nos recherches. Alors, très brièvement, nous nous sommes rendus compte que bien comprendre la nature et les changements politiques ne suffisaient pas. Alors, nous avons identifié la nécessité de nous tourner vers d'autres acteurs afin de voir les changements politiques se réaliser. Nous avons trouvé des menteurs pour nous guider le long de cette route particulièrement tumultueuse. Nous avons eu la chance de pouvoir compter sur leur participation. Cela dit, nous avons appris également grâce à notre expérience et à notre pratique. Nous avons dû apprendre les règles non écrites, établir les communications avec les conseillers et les ministères. Nous avons dû établir notre réputation à titre de source d'information fiable et d'avoir la capacité de donner des résultats malgré les circonstances imprévisibles et difficiles. Nous avons dû mettre sur pied de solides coalitions, comme on l'a dit, et nous avons dû identifier les forces de chaque organisation afin de savoir quoi attendre d'elles, que leur demander, et créer assez de confiance. Et je dis créer parce que c'est quelque chose qui n'apparaît pas du jour au lendemain. Nous devons créer la confiance afin que ces différentes relations fonctionnent. Je peux penser à différents cas, différentes situations où les gens ont tiré parti de cet effort d'engagement. Et comme beaucoup, on l'a dit, ça a été un engagement persistant et systématique. Bon, nous devions avoir aussi le bon messager pour transmettre les bonnes informations au ministère des Finances par rapport aux recommandations sur l'augmentation des taxes. Et nous avons aussi essayé de lutter contre les recommandations contre nos recherches. Il y a beaucoup de bruit de fond, l'interprète s'excuse. Donc,
Nous avons aussi publié nos recherches dans les médias, comme vous voyez ici à l'écran, dans différents médias qui ont été consultés par les décideurs. À gauche, vous voyez un exemple. C'était le fruit du travail avec une organisation de lutte contre le cancer. Donc, on a pu publier cet article de fond. Ça, c'est une des nombreuses interviews soulignant l'importance de l'augmentation des taxes dans le cadre de la politique visant à empêcher le tabagisme. Et à droite, vous voyez en fait un autre exemple, une opinion en fait rédigée par un ancien président de la banque, une personne de très importante en Colombie qui a financé nos recherches. En fait, nous ne lui avons jamais parlé, mais c'était le bon moment. Donc, on a été utilisé comme source fiable pour appuyer justement cette opinion en faveur de l'augmentation de taxes anti-tabac. Alors que, en général, on n'arrive pas à rejoindre les gens de cette... Donc, à nouveau, la défense des intérêts, les plaidoyers, mais aussi avoir les bons partenaires, c'est essentiel. Maintenant, j'aimerais revenir sur certains moments afin de décrire notre expérience en recherche sur les liens entre les objectifs du développement durable et le tabagisme. Moi, je crois qu'il y a quelques leçons que l'on pourrait partager, qu'on peut tirer ici. Alors, peut-être que les gens de la communauté en fait, savent que le tabac, en fait, est un obstacle aux objectifs de développement durable. Mais même dans les communautés, on ne le sait pas. Le nombre d'objectifs, en fait, qui sont remis en question par le tabac. Au moins 14 sur les 17 objectifs de développement durable peuvent être affectés par le tabac. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a essayé de mettre des chiffres. Comment avons-nous fait? Eh bien, on a utilisé la microsimulation pour rendre tout cela visible. Voici quelques exemples du type de calcul que nous avons mené. Nous avons pu en fait déterminer qu'en Colombie, si nous multiplions par 3 en fait la taxe sur les tabacs, nous pourrions en fait éviter 30 000 cas de pauvreté. Et même si les femmes ne consomment pas beaucoup le tabac, donc on a ici expliqué tous les mécanismes subtils et invisibles qui reproduisent l'inégalité dans les endroits du tabagisme. Deuxièmement, on s'est intéressé aux répercussions sur l'environnement physique. Par exemple, comment est-ce que l'on pourrait empêcher 1,8 milliard de mégots de cigarettes qui deviennent des déchets toxiques en Colombie et qui polluent notre eau et qui endommagent les écosystèmes maritimes. C'est un grand chiffre, mais c'est un petit chiffre parce que la Colombie n'est pas un grand consommateur. Mais même ces chiffres ont vraiment impacté, ont vraiment une grosse incidence sur les politiques. Maintenant, l'économie. Ici, on parle de différents problèmes, mais j'aimerais souligner une question en particulier. Donc, une estimation de l'économie en fait, qu'on pourrait obtenir donc 10,1 années d'éducation par fumeur. Ce sont des chiffres énormes. Donc, une seule mesure pourrait avoir en fait un impact énorme sur la population. Alors, en guise de conclusion, quelques leçons à retenir. Nous devons nous assurer d'avoir les compétences et les bons partenariats pour transformer les recherches en action. Nous devons mettre de l'avant le message de l'interdépendance quand on parle de dimension de développement. Et c'est un élément essentiel de la
promotion des intérêts pour justement réduire les maladies à l'avenir. Nous devons encourager les interventions intersectoriales afin de pouvoir rejoindre les objectifs des programmes politiques d'ici 2030. J'ai participé à un atelier hier et un des facilitateurs a dit quelque chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il a dit que, en fait, en travaillant ensemble, en fait, est très difficile et beaucoup de chercheurs, justement, sont déçus compte tenu du manque de ressources. Vous vous rappelez de cette image que je vous ai montrée au début? Eh bien, en Colombie, aujourd'hui, nous avons 1 million de fumeurs de moins par rapport à il y a 6 ans. Et la prévalence du tabac a baissé de 30% à 8%. Alors, je suis ici pour vous dire que ça vaut la peine. C'est vraiment fructueux de persévérer et nous n'allons pas abandonner parce qu'il reste encore beaucoup de travail à faire dans la lutte anti-tabac et nous sommes convaincus également qu'il y a des possibilités de tirer les leçons de la lutte anti-tabac dans d'autres domaines. Finalement, eh bien, je ne peux pas parler de mes travaux sans parler des publications. Donc ça, c'est un exemple de nos travaux menés avec d'autres collègues. Donc, je tiens à remercier justement tous les collègues, les organisations partenaires, les agences donatrices de cet effort collaboratif et j'espère que vous serez encore plus inspirés à mener davantage de recherches dans ce domaine et à penser à l'approche stratégique permettant de transformer en fait les conclusions des recherches en politique. Merci énormément Blanca, c'était vraiment une présentation très intéressante. Comment est-ce que vous avez montré que les connaissances sont reliées de façon très importante. Donc c'est très important. Il ne faut pas oublier. Et ça permet justement de surmonter le découragement qui peut nous atteindre parfois. Alors ensuite nous avons Prabhat, qui est professeur émérite à l'Université de Toronto en épidémiologie à l'école d'Ailana aussi. Donc, docteur Prabhat, souhaitons-lui la bienvenue. Merci d'être ici, donc directeur du Centre de recherche en santé mondiale. Alors, merci de m'avoir invité. Permettez-moi de commencer par les preuves à jour, récemment mises à jour. L'industrie du tabac a de l'argent, nous avons les connaissances et nous devons continuer à produire et diffuser des connaissances à jour auprès des hommes politiques, des décideurs. Un objectif clé, c'est en fait expliquer en fait le danger du tabagisme. Alors c'est ça, vous avez ici des preuves de 6 populations différentes qui montrent que les hommes et les femmes perdent une dizaine d'années dès lors qu'elles fument. Et Richard Doll, un médecin au Royaume-Uni qui a mené des études au Royaume-Uni, donc aux États-Unis il y a aussi, et puis ça sont les Japonais qui ont survécu à la bombe et les hommes en Inde qui fument. Donc ça sont 2 études ici menées. Donc bonne nouvelle et mauvaise nouvelle du journal de médecine. Eh bien, les fumeurs perdent au moins une dizaine d'années de vie par rapport aux non-fumeurs en moyenne. Une nouvelle encourageante, si vous arrêtez de fumer avant l'âge de 40%, vous allongez quand même votre vie. Donc, 22 secondes résument toute ma carrière de recherche en réalité. Mais laissez-moi vous donner de l'information sur l'avantage de cesser de fumer. Parce qu'on ne sait pas
que même chez les fumeurs préoccupés par le risque de mort imputable au cancer des poumons, eh bien, à partir de l'âge de 50 ans, même s'ils ont commencé à fumer, s'ils arrêtent de fumer avant 50 ans, eh bien, ils vont résoudre leurs problèmes. Vous voyez ça, ces résultats au Royaume et aux États-Unis. Donc, si on arrête à l'âge de 30 ou de 40 ans, selon l'analyse aux États-Unis, eh bien, ça vous permet de revenir, en fait, au niveau des personnes qui n'ont jamais fumé. Mais il y a quand même des effets. Donc, ce sont les études qui établissent le lien le plus fort entre le tabagisme et le tabagisme à long terme en particulier. Donc, c'est encore beaucoup plus avantageux par rapport à d'autres maladies comme les crises cardiaques où l'effet du tabagisme est encore plus important. Mais à l'échelle mondiale, le plus grave problème, c'est qu'il y a 2 personnes qui ont arrêté de fumer. Ça, c'est une analyse publiée dans la revue Nature qui s'est intéressée à la répartition dans le monde. Donc, combien d'anciens fumeurs et des fumeurs actuels, des hommes de 45 à 59 ans. Donc, plus c'est foncé, plus il y a de personnes qui ont arrêté de fumer. Donc, vous voyez, aux États-Unis, au Canada, en Australie, une partie d'Europe, il y a beaucoup plus d'anciens fumeurs que de fumeurs actuels. Inversement, dans la plupart des régions d'Asie, on observe très peu de personnes cessant de fumer et très peu donc d'anciens fumeurs. Mais il y a des exemples très manifestes, par exemple le Brésil qui rejoint les pays qui affichent le plus grand nombre d'anciens fumeurs. Donc ça, c'est grâce justement à l'augmentation des taxes sur le tabac. L'Afrique est intéressant, mais la capacité, il n'y a pas assez de données en fait pour avoir une bonne idée de la situation en Afrique. Mais en fait, vous voyez, le plus important, c'est l'Asie en jaune. Il n'y a pas assez d'anciens fumeurs et de politiques visant à arrêter de fumer. Donc, pour chaque million de cigarettes vendues dans les pays, eh bien, il y a un mort. Ça, c'est important. Donc, alors, le public le sait pertinemment. En fait, l'augmentation des taxes sur les cigarettes permet de réduire le nombre de fumeurs. Mais 10%, je parle plutôt de 100% d'augmentation des taxes parce que c'est vraiment le but visé. Donc, une augmentation de 100% signifie qu'à peu près 20% des fumeurs actuels arrêteront de fumer, cesseront de fumer. Donc, il y a plus d'effets chez les jeunes et les pauvres et une augmentation de 100%, par exemple, beaucoup plus d'impact, de répercussions que les différentes augmentations plus limitées, 10%, disons par exemple. Et cela explique pourquoi certains fumeurs n'arrêteront pas malgré les hausses des taxes. Donc, ce sont des points qu'il faut retenir quand on discutera avec les différents ministères. Bien évidemment, on parle aussi du trafic de cigarettes. L'exemple ici au Canada. Donc, qu'est-ce qui s'est passé justement au Canada? Eh bien, en bref, le trafic de cigarettes était en fait une mesure de l'industrie visant à faire peur au Canada et aux autres par rapport à ce qui se passerait si on augmentait les taxes. Alors, vous voyez ici en rouge, au début des années 1900, le gouvernement canadien a augmenté les taxes, a commencé à augmenter les taxes de manière assez considérable et l'industrie du Canada a décidé de faire un exemple du Canada. Donc, ils ont organisé le trafic de cigarettes canadiennes qui revenaient en fait, qui étaient vendues hors taxe et qui étaient renvoyées au Canada. Ils ont envoyé les médias pour couvrir ce trafic et ont fait peur à Jean Chrétien et Paul Martin pour qu'ils diminuent les taxes. Et quel était l'effet net de ce trafic et puis de la réduction des taxes? Eh bien, le trafic a diminué parce que l'industrie a arrêté de trafiquer, bien évidemment. Mais l'impact net, l'effet net, en fait, c'était à peu près 30 à 40 milliards de cigarettes de vendues de plus. Et si chaque, en fait, cigarette mène à un
d'or, et bien 30 à 40 milliards de cigarettes. Le gouvernement en fait a compris et a poursuivi l'industrie du tabac et a augmenté en fait finalement les taxes. Et inversement, en France où il n'y a pas vraiment de trafic, vous voyez une augmentation énorme de la taxe et une grande diminution de tabagisme. Donc, nous devons continuer à signaler les conséquences. Ce ne sont pas juste des pertes de revenus, mais des pertes de vie si on encourage le tabagisme. Alors maintenant, à l'échelle mondiale, quels sont les meilleurs instruments qui permettent de réduire le tabagisme? Eh bien, selon le compte, nous sommes intéressés. Est-ce que, en fait, le FCTC a permis de réduire le nombre de fumeurs? Eh bien, oui, effectivement, et assez largement. Si vous vous intéressez à la population mondiale, à l'exclusion de la Chine, eh bien, le nombre de fumeurs augmentait. Mais grâce à une analyse de série de temps ininterrompu, nous sommes intéressés à l'impact donc de la lutte contre le tabac. Donc, avec la ratification de ces pays, la consommation a commencé à baisser et la baisse des fumeurs, en fait, est plus importante chez les jeunes. Donc, on a voulu savoir, en fait, vérifier, en fait, les pays selon les taxes, en fait, eh bien, ça correspondait à nos prévisions. Donc, permettez-moi de conclure. Donc, il faut continuer à mettre l'accent sur ce message. Donc, les gens qui arrêtent de fumer avant l'âge de 40 ans. Donc, le meilleur taux par rapport au tabagisme, il faut continuer à augmenter la taxe d'accise tout en augmentant l'impôt sur les cigarettes. Alors, nous savons que arrêter de fumer permet de ne pas mourir du tabac. Merci beaucoup de votre présentation. C'est essentiel d'avoir d'entendre ces histoires très manifestes qui nous expliquent les différences imputables à ces taxes. Alors, nous allons passer à une brève vidéo qui résume les travaux d'autres équipes. Il y a tellement de héros sur le terrain. Alors, laissez-moi vous partager cette vidéo. Élaborer des politiques, des communications, c'est très important. Nous avons mené beaucoup de recherches interdisciplinaires, mais cette initiative a été très importante. Nous avons travaillé sur plusieurs solutions. Nous avons appris beaucoup et nous avons été publiés dans une très bonne. Nous avons été en mesure de développer un niveau de crédibilité auprès du gouvernement et des médias. Ça nous a permis de devenir une bonne institution par rapport aux données liées au tabagisme. Alors, ce que l'on vit, c'est la durabilité de ce travail et la croissance de la capacité des travaux scientifiques. Donc, dans le cadre de ce projet, nous avons pu en fait développer de bons atouts que nos collègues de la région utilisent, mais aussi à l'échelle internationale. Ces recherches sont essentielles, mais on doit essayer à un moment donné de dépasser l'industrie du tabac. Nous allons poursuivre le travail du CRDI. Bon, c'est sur la situation en fait évolue face à l'apparition de nouvelles générations. J'espère vraiment que ce genre d'expérience pourra se répéter parce qu'on ne peut vraiment pas travailler en silo. On doit apprendre des différents contextes et des différentes expériences. Nous avons commencé avant la pandémie avec des plans, des objectifs et puis la COVID nous a frappés et nous avons survécu pendant cette période et finalement,
Eh bien, nous avons pu en fait travailler avec toutes les personnes. Incroyable. Alors, merci énormément à tout le monde. Nous avons vraiment apprécié toute l'énergie que vous avez investie dans ces travaux. Bien évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ont participé. Nous avons vraiment apprécié les efforts déployés par chacun et chacune des intervenants. Donc, nous avons vraiment une idée de certaines des idées clés qui, en fait, résonneront, j'espère, et qui permettront de multiplier les actions de la part de nous tous et nous toutes, alors que nous continuons à établir des liens les uns avec les autres. Merci énormément. J'aimerais maintenant donner la parole à Nathalie et à Greg, afin qu'il renonce le mot de la fin. Oui. Donc, bonjour, merci énormément. Je disais que ça a été incroyable de voir autant de chercheuses en fait présenter leurs travaux, donc c'est incroyable. Donc quelques leçons à tirer qui sont très importantes. C'est l'importance de la couverture des partenariats, le contexte dont on parle, les mots que nous utilisons quand nous faisons un plaidoyer en faveur du changement, et puis la crédibilité en fait de nos travaux de recherche. Donc, ce sont les domaines. Donc, je tiens à remercier tout le monde. Ça a été vraiment le partenariat le plus important au Royaume-Uni dans le domaine de la lutte anti-tabac. Donc, toute l'équipe de recherche a vraiment fait un excellent travail, le Cancer Research UK. Donc, je vous souhaite beaucoup de chance. Et en travaillant ensemble, nous avons vu que les changements peuvent survenir, effectivement. Malheureusement, l'industrie du tabac est toujours là. Donc, on veut mener davantage d'analyses. Et je peux vous dire que le CRUK est engagé sur cette voie et nous allons continuer à soutenir les politiques à l'échelle internationale en matière de lutte contre le tabac et des programmes d'intervention. Donc, nous allons continuer à soutenir certaines équipes qui ont pris la parole justement aujourd'hui. Et comme on l'a dit, eh bien, le plaidoyer est super important et c'est vraiment ce que l'on veut faire pour essayer de changer les choses et le CRUK met l'accent là-dessus sur le plaidoyer et la défense des intérêts. Et nous avons hâte de travailler plus à l'échelle locale. Et nous allons bien évidemment tirer des leçons des partenariats pour les travaux que nous allons mener à l'avenir. Alors je remercie toutes les personnes. Ça fait déjà 5 ans que nous travaillons ensemble. Le temps passe très rapidement. Félicitations à tout le travail effectué et je repasse la parole à Greg. Merci beaucoup Phil, Nathalie et merci à toutes les personnes ici présentes. Félicitations de la part du Canada. C'est tout un privilège justement de conclure après toutes ces présentations et tous ces intervenants admirables. Et Nathalie, comme elle a dit, c'est bien de voir autant de femmes chercheuses. J'aimerais juste ajouter un message. Vous savez, les chercheurs, les défendeurs et les organisations, tous les pays du Sud, en fait, ont pu mener la lutte anti-tabac. Donc, depuis 1994, ça a été l'approche du CRDI, continuer à appuyer le mouvement anti-tabac. Donc, il faut s'assurer que les preuves soient adoptées dans les politiques et que l'on puisse encourager le changement. Sinon, inaudible. Donc, le partenariat, les alliances nécessaires pour renforcer notre crédibilité et cette initiative et les éléments économiques des mouvements anti-tabac sont importants pour faire changer les politiques. Un autre élément clé de cette initiative, c'est le partage et l'établissement de réseaux à l'échelle des pays et des continents.
Donc cela permet de réduire l'isolement des organisations anti-tabac. Donc nous essayons de réunir les initiatives et ça a très bien fonctionné. Alors, finalement, merci à nouveau. C'est un privilège de participer à cette initiative. Merci à tous les intervenants et à leurs équipes. Merci à Phil et aux animateurs. Et merci Nathalie et toute l'équipe du CRUK. Vous avez été un excellent partenaire jusqu'à présent. Et j'encourage tout le monde à poursuivre ses travaux et à continuer à se joindre pour la séance interactive qui va commencer dans quelques instants. Alors, à vous, Phil. Merci énormément, Phil et Nathalie. N'oubliez pas, mais on peut toujours continuer à apprendre et à établir des liens